Aujourd'hui, on parle de l'histoire de Yellow Seats, on parle de l'histoire de Black Box Media. Et en fait, je suis l'host aujourd'hui qui reçoit votre cher host habituel, Reynaldo. Pour quelqu'un qui connaît Reynaldo depuis 2 ans, j'ai énormément appris sur lui aujourd'hui. Donc, on parle de sa vision de la création de contenu. On parle de ses invités un petit peu chouchou du podcast. On parle également de sponsorship. Et on va venir parler également de son côté très discipliné qui l'emmène à tout réaliser les projets qu'il a entamés aujourd'hui. Donc, je suis Maude Pelleval, cofondatrice de l'agence marketing Wave NC. Je fais également des podcasts. Vous êtes en business, vous êtes créateur de contenu. Je pense que vous allez vraiment beaucoup apprendre de cet épisode-là. J'ai faim, moi. Je pense que j'allais me commander une petite pizza. Merci, Salvatore. Et on me dit le code promo à l'oreille, YSP. Merci, Salvatore. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est moi qui reçois. On s'est croisés dans un événement puis je trouvais que on te connaissait pas assez. Fait que je t'ai lancé le défi, ça te tente-tu que je t'interviewe sur ton propre podcast? Donc nous voici aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien. Ben merci. Oui, écoute, je pense que les gens qui t'écoutent pourraient vraiment gagner à apprendre un petit peu plus sur ta vision. On va regarder un peu aussi, t'es près du 200e épisode, je crois. 200e, oui. Oui, fait qu'on va pouvoir parler de ça, peut-être un peu parler de tes invités préférés, ce que tu as le plus appris. J'ai une couple de petites questions pour toi. Mais avant qu'on commence, Yellow Seats, explique-moi, tu me disais d'entrée de jeu que ça t'a appris quand même une bonne leçon de branding. J'étais curieuse que tu nous expliques ça. Bon, Yellow Seats, ça a été un nom qui a été développé sur le coup en, je pourrais dire, 2 minutes. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que... Puis tout ça a commencé au début de la pandémie. Fait qu'au début de la pandémie, tu vois que tout est en train d'arrêter. Moi, j'avais perdu des clients, mais j'anticipais déjà faire un podcast durant genre autour de 2019, 2020. Je ne savais pas quoi, comment et ça allait être quoi. Puis... Par défaut, je suis en train de magasiner, puis je trouve deux fauteuils jaunes. Je trouvais que c'était funky, ça va donner une texture, tu sais, si je fais un podcast. Fait que je les ai achetés. Puis ils ont été là pendant peut-être quelques mois sans être utilisés, mais en anticipation que, OK, il y a un podcast qui s'en vient. La pandémie arrive. Là, c'était, OK, laisse-moi trouver comment je le fais ça, avec quoi la structure. Est-ce que je le fais tout seul? Est-ce que je le fais avec un co-animateur? Tu sais, ça va être quoi? Tu sais? Puis j'avais un ami en particulier que... C'est drôle, tu sais. Au téléphone, c'était comme le seul dude qu'on pouvait s'appeler peut-être 3-4 fois par semaine, puis on passait des heures à parler au téléphone. Puis c'est pas quelque chose que tu vois habituellement avec des gars. On dirait que c'est plus genre féminin. Peut-être. Puis, mais avec lui, tu sais, on avait ces conversations-là, puis c'est tout le temps orienté vers la business, des idées, tu sais, des trucs comme ça. Fait on dit comme, hey, imagine-toi si quelqu'un écoute les conneries qu'on dit. Ça peut être très instructif. Fait que je l'ai sélectionné comme étant comme mon co-animateur. Fait qu'on a commencé à planifier tout ça, puis on s'est donné une date. Ça, c'est la date officielle qu'on allait commencer à tourner notre premier épisode. Puis rendu cette date-là, à notre meeting, tu sais, vraiment qu'on allait peser play, on n'avait pas de nom encore. Puis là, je suis comme, regarde, je ne sais pas, mais il faut commencer, je ne veux pas attendre. Fait que, je sais pas, là, comme Yellow Seats. Parce que ça sonnait beaucoup mieux que Ciel jaune. On s'est regardé, puis je suis comme, OK, go. En 2 minutes comme ça, juste parce qu'il fallait avoir un nom. C'est l'histoire du nom. Puis c'est quoi la leçon niveau branding de ça, tu sais, que tu as appris? Tu disais? Regarde, les anecdotes derrière ça, au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens, puis je leur dis, je m'introduis comme je fais du marketing. Ah, j'ai un podcast. Ça, c'est quoi ton podcast? Ça s'appelle Yellow Seats. Puis ils vont, oh shit, je connais. Puis c'est drôle parce que les gens ne savaient pas que j'en faisais partie, mais reconnaissaient les sièges. Fait que le branding accrochait. Fait que déjà, c'était un accroche très facile. Puis après, tu sais, j'écoute un autre clip, puis le dude, il donne c'est un gars de branding, puis il donne un conseil, tu sais, vraiment comment choisir un bon nom de branding, un truc comme ça. Puis il disait comme, vraiment, si tu veux faire les choses très simples, il dit, choisis un objet, puis associe-le à une couleur. Puis je suis comme, oh shit, c'est un peu qu'est-ce que j'ai fait. Mais tu sais, la leçon derrière ça, c'est que, premièrement, casse pas la tête à essayer de trouver quelque chose de super, genre, ingénieux. Mais aussi, tu sais, c'est vraiment le fait qu'un nom qui a été mémorable, qui s'associe à une couleur, par exemple, c'est quelque chose qui a été super accrocheur parce que même par après, tu sais, vraiment au fur et à mesure, il y a des gens qui oubliaient que c'était Yellow Seats, mais ils n'avaient pas oublié que c'était yellow, que c'était jaune. Peu importe qu'est-ce que
que si tu n'étais pas sûr c'est quoi le nom, la couleur et l'objet tel quel était tout le temps au top of mind, je pourrais dire. Que tu l'appelles le siège jaune, le sofa jaune, whatever, mais c'est juste ça. C'est très facile à mémoriser. Puis, tu sais, moi, d'un point de vue marketing aussi, un conseil que j'ai toujours donné aux gens, c'est comme, cassez-vous pas la tête. Parce que j'ai des gens qui me disent, ouais, ça fait des semaines que je cherche un nom de branding pour ma compagnie, puis je suis comme, genre, tout ce temps-là, tu aurais pu l'investir à développer le vrai produit ou le service ou whatever. Puis, comme des fois, on essaie trop de se forcer à essayer de trouver quelque chose quand c'est aussi simple que ça. Puis, dans ce cas-là, la leçon, ça a été vraiment la simplicité a été vraiment le plus gros accrocheur dans nommer genre le podcast. Là. Puis des fois, on bloque au nom, mais en débouchant le reste de la stratégie au complet, finalement, l'idée du nom arrive comme ça. Fait que des fois, les gens bloquent au nom tant qu'ils n'ont pas le nom, ils ne veulent pas continuer les prochaines étapes. Mais au final, ça vient avec la suite parfois. Là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que, moi, j'encourage les gens. Puis, regarde, on est au studio Black Box Media. Si tu veux pas, je te raconte l'histoire derrière ça parce qu'elle est aussi facile et bête que les gens. Je veux pas l'histoire du nom, mais je veux l'histoire de la compagnie. Mais avant ça, je voulais juste dire aussi, je pense que la force, dis-moi ce que tu en penses, mais du siège jaune, en fait, c'est aussi que quand tu reçois des gens puis que tu fais des capsules, ben les gens reconnaissent, même si souvent les gens ont tendance à brander l'animateur, comme avec un podcast, mais du moment que les gens reconnaissent le podcast à cause aussi du siège, quand c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas toi nécessairement qui anime, quand tu fais certaines capsules, ça se peut-tu qu'il y ait cet aspect-là aussi? 100% raison. Tu as 100% raison. Puis, tu sais, quand je reviens à cette anecdote-là que la personne a reconnu le siège avant même de reconnaître moi, pour moi, je m'en foutais. Honnêtement, ça me dérangeait même pas que tu saches que je suis là ou non, mais j'ai réussi à le rentrer, tu sais, vraiment dans tes pensées ou vraiment juste à être reconnu. Mm-hmm. Fait que c'est ça que je trouve que, tu sais, qui était super puissant, comme tu viens de le mentionner. Genre, tu vois le clip, tu vois le siège jaune, comme tu sais déjà c'est où. Oui, c'est ça, exact. Mm-hmm. Fait que raconte-moi l'histoire parce que, tu sais, nous, on se connaît, mais on se connaît pas tant. Puis c'était ça le but du podcast ici. Je voulais apprendre à te connaître aujourd'hui. T'as ton podcast, mais tu as aussi d'autres podcasts dans le studio que je regarde actuellement. Comment c'est venu l'idée? Peut-être un peu même, tu peux partir un peu plus loin ton parcours parce que ça fait quoi, 2 ans qu'on se connaît approximativement? Oui, ça fait exactement. On s'est croisés. La communauté est petite quand tu te rends compte que tu es très imprégné dessus. Ouais. Fait qu'on se croise. C'est facile de se croiser. Je pense qu'on pense pareillement. Mais, regarde, l'idée de lancer un podcast, ça a toujours été vraiment une idée que j'ai eue, peut-être ce qui remonte à 2018. Et même avant ça, je pourrais aller encore plus loin. J'ai parti mon agence marketing, RM Stratégie, en 2015 officiellement, mais en 2016, là, je suis devenu temps plein. Puis, quand je suis devenu temps plein, la seule chose que j'ai commencé à faire, c'est écouter des podcasts. Je trouvais que c'est une perte de temps d'écouter de la musique parce que je suis pas en train de me donner genre vraiment du contenu qui m'amène, qui m'apprend quelque chose. Fait que j'écoutais juste des podcasts. Fait que il est arrivé là l'attrayance vraiment de lancer un podcast. Puis aussi en marketing, une chose que je me suis dit quand je me suis lancé, tu étais solopreneur puis tout, ben je voulais me faire reconnaître. Puis moi, je me suis dit, ben gars, je vais faire des stories. Puis à chaque stories, à chaque jour, je vais juste dire marketing. Fait que quand les personnes vont avoir besoin de marketing, ben ils vont m'associer par défaut. Fait que, tu sais, j'ai commencé ça. Fait que c'est comme le très début de mon personal branding sans que vraiment c'est ça que j'avais pour intention, mais je pense que indirectement, c'était ça qui se passait. En 2018, j'ai commencé à m'essayer, à faire des lives. J'avais peut-être une personne qui écoutait. Je suis comme, c'est correct. C'est bon, on va continuer, mais... Qu'est-ce qui est dur, vraiment en contenu, puis comme tu le sais, c'est vraiment une constance. Fait que j'avais pas réussi à maintenir cette constance-là. Et par défaut, la pandémie est arrivée, puis c'était ça comme l'élément déclencheur. J'avais un portfolio de clients. Fait que un pourcentage de mes clientes, c'était des salons esthétiques. Puis à cause de la pandémie, j'ai comme perdu tout ça. Fait que je me suis retrouvé avec du temps libre. Mais je gagnais quand même bien ma vie avec qu'est-ce que j'avais de restant dans mon portfolio. Fait que je me suis dit, laisse-moi prendre ce temps libre-là, puis peut-être bâtir. Entre autres, ce que je voulais faire à ce stade-là en 2020, c'est je voulais faire une formation au marketing. OK. Puis je voulais la vendre. Mais encore là, je trouvais que je n'étais pas assez connu. Puis je me disais, regarde, je vais bâtir un podcast où est-ce que ça me permet de bâtir une communauté, puis ensuite aussi vendre ma formation au marketing. Puis ça, c'était l'idée initiale.
Mais c'est là que c'est comme tout plein de choses est arrivé par la suite. Ça fait boule de neige. Premièrement, j'ai jamais réussi à vendre la formation marketing. Je l'ai bâtie une couple de fois, je l'ai jamais réussi à la commercialiser véritablement, malgré que j'ai vendu du training personnel, one-on-one, genre privé. Mais, admettons, cet objectif-là initial, c'est lui qui m'a lancé, mais j'ai jamais réussi à le faire. OK. Puis là, dans le fond, le podcast, comment tu le vois là, évoluer dans le temps? C'était le fun. Au début, la première année, c'était dans mon sous-sol. OK. Fait que c'était dans mon sous-sol. On s'avait donné l'objectif de faire ça une fois par semaine, puis publier. Puis c'était orienté vers l'entrepreneuriat, mais aussi, surtout au début de la pandémie, ce que j'avais réalisé, c'est que là, beaucoup de business sont en train de fermer. Fait que je me suis dit, comment je peux aider à l'économie locale? Ben, laisse-moi inviter genre des entrepreneurs locaux, leur donner de la promotion, puis comme ça, peut-être ça va inciter d'autres gens à peut-être aller consommer chez eux. Fait que c'est ça l'idée initiale aussi, vraiment une autre idée qui a suivi le podcast de vouloir faire. Fait que rester dans l'entrepreneuriat. Puis encore là, bâtir cette communauté, bâtir vraiment une authenticité de moi-même. Parce qu'une chose que j'ai réalisée aussi en faisant du marketing, en faisant de la pub, c'est que le monde va acheter toi. C'est très cliché, je veux dire, mais le monde achète toi avant même d'acheter ce que tu as à offrir. Ça, j'en ai parlé énormément, mais à ce moment-là, je l'avais remarqué en publicité où est-ce que j'avais fait des pubs avec un sel, ça a super bien fonctionné. Mais l'autre pub où est-ce qu'on a investi en production, c'était médiocre les résultats. Fait que tu te mets à questionner comme... Et des fois, quand ça sonne trop pub, justement, les gens ils scrollent, hein? C'est ça qui arrive. Là. Puis l'affaire avec le podcast, c'est que, contrairement à, mettons, influenceur ou créateur de contenu, c'est que un podcast, c'est dur à faker une personnalité. Parce que l'affaire, c'est que plus que tu parles, plus que tu vas dire des bêtises, plus tu vas sortir des vulnérabilités, plus tu vas sortir genre des opinions qui vont peut-être aller contre d'autres opinions populaires. Puis si le monde continue à t'écouter à cause de tout ça, ben c'est une forme d'authenticité parce que j'aime qu'est-ce que tu dis, je suis pas en accord ou je suis en accord ou peu importe. Fait que, encore une fois, c'est quoi la création de contenu? Sois authentique. Fait que c'était ça aussi l'idée derrière ça. Je me dis, les gens vont acheter ma formation marketing quand ils vont voir que je suis real, que je connais très bien ma matière. Puis si je suis capable d'interviewer des entrepreneurs puis leur donner même en échange du conseil marketing, d'autres personnes vont l'écouter, vont dire comme « Oh shit, c'est fort, il est fort, le gars, il est fort. » Ça me fait penser à l'approche KISS un peu. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Keep it simple, ouais, stupid. Keep it simple, c'est stupid. Les bancs, tout ça, les sièges. On dirait que c'est comme un peu ta mentalité. Est-ce que je me trompe? C'est 100% ça. Ouais, c'est c'est 100% ça. Là, comme... Puis là, tu parlais justement de créateur de contenu, influenceur, là, moi, ce qui est dans le domaine. Je voulais te poser la question un petit peu. Est-ce que pour toi, il y a une différence? Et si oui, c'est quoi la différence entre être influenceur et créateur de contenu? Je pense que, tu sais, le créateur de contenu est, on va dire, le titre en gros. Puis influenceur, c'est comme une branche de la création de contenu. Parce que, tu sais, tu vas avoir un influenceur, tu vas avoir un UGC, tu vas avoir un blogueur, tu vas avoir un podcaster, tu vas avoir quoi d'autre? Tu sais, il va y avoir toutes des sous-branches de la création de contenu. Fait que, tu sais, je pense qu'un influenceur est un créateur de contenu, mais un influenceur n'est pas nécessairement un podcaster. Non, c'est ça. Mais un podcaster n'est pas nécessairement un influenceur. Il peut l'être, peut-être, mais c'est des choses vraiment différentes qui sont sous vraiment l'emblème de la création de contenu. Fait que je pense que c'est ça la différenciation entre chacun. L'influenceur, c'est comme... Selon moi, l'influenceur, c'est comme la nouvelle célébrité où est-ce qu'il y a une image de marque que les personnes, que les brands peuvent s'associer puis bâtir vraiment peut-être genre des liens avec cette personne-là. Puis cette personne-là, ben, tu sais, c'est un influenceur rendu même là en 2025, tu es borderline juste like tu bâtis une communauté, une niche, puis tu bâtis vraiment genre un cirque autour de ça avec ta personnalité. Fait que ça serait comme l'influenceur selon moi, ma définition des choses.
La ligne est mince parce que bâtir une niche, avoir justement une audience qui te suit, tout ça, dépendamment du type de contenu que tu fais, c'est aussi de la création de contenu. Fait que la ligne mais je comprends tes autres points que tu mentionnais avant. Est-ce que toi, tu utilises? Genre, tu le dis-tu? Moi, je suis créateur de contenu. C'est un terme que tu utilises pour toi-même ou tu es plus du genre à te présenter par rapport à être propriétaire de ta boîte? Comment tu vois ça? Très bonne question. Ça m'a pris, regarde, je t'avoue que ça m'a pris comme un peu de temps à assimiler le titre parce que je me suis jamais senti comme créateur de contenu, à faire ce que je faisais. Même le titre podcaster, je l'ai jamais. C'est juste comme dernièrement que je l'utilise, que je l'ai comme vraiment associé. Puis je pense qu'il y avait comme. L'affaire, c'est que, tu sais, par rapport au podcast, où est-ce que j'avais de la misère même à appartenir au titre, c'est que la barrière à l'entrée est tellement facile que n'importe qui peut l'être. Fait que quand tu le dis, c'est comme ça peut être dilué comme titre. Comme dire que tu as fait la vaisselle, mettons. Exactement. N'importe qui a fait la vaisselle, mais est-ce que tu es un vrai plongeur? Ouais, c'est ça. Tu fais beaucoup d'années d'expérience. Tu utilises-tu des gants? Oui, exactement. Fait que je trouve que le terme est tellement facile à s'approprier parce que tu as fait 10 épisodes. Puis j'ai la misère à vouloir m'associer à vraiment comme OK, tu as fait quelque chose de très facile. Mais je l'ai associé à un moment donné où est-ce que j'ai réalisé que peut-être j'avais une longueur d'avance, j'avais une crédibilité qui s'est bâtie derrière ça. Mais tu sais, je l'utilise, mais je vais peut-être même avoir tendance plus à utiliser créateur de contenu parce que j'assume que je mets du contenu à chaque semaine. Puis d'une certaine façon, je maximise l'attention des gens avec le contenu que fait. Dans le fond, c'est ça, tu sais. Fait que j'ai pas le choix de vraiment assumer ce que je fais. Puis en restant humble de mon côté, est-ce que tu crois que la créa et le gala a aidé à peut-être faire changer ta propre perception comme créateur ou influenceur avant et maintenant que tu es plus à l'aise de dire que tu es créateur de contenu, penses-tu que tout ce qui se passe dans l'industrie actuellement, ça a comme fait changer quelque chose ou ça n'a pas rapport pour toi? Non, oui. Je pense que on travaille tout en parallèle dans un objectif qui est grandiose, surtout ici au Québec, par exemple, contrairement à peut-être le reste. Je ne pourrais pas dire qu'est-ce qui se passe au reste du Canada. Puis, aux États-Unis, les autres sont comme déjà en avance sur nous. Là. Mais ici au Québec, je pense que à cause de la culture, comment les médias sont faits, comment vraiment c'est qui la culture réelle, ben je pense que l'effort qu'est-ce que le gala, votre association fait, ben oui, ça permet d'avoir une plus grande appartenance à on a un métier, on est en train de bâtir quelque chose, on est en train de bâtir l'avenir. Puis on fait partie peut-être de la première phase de tous ces gens-là que pour les prochaines générations, ben ça va devenir plus juste normal. Puis là, les barrières à l'entrée vont être un petit peu plus élevées, j'imagine aussi, parce que il va y avoir peut-être des salaires associés à ça, il va y avoir peut-être des assurances qui vont venir avec le métier, tu sais. Je pense qu'on est les premiers en train de tester. Tu sais, comme gars, même être ici au Black Box, par exemple, bâtir une boîte de production qui se spécialise en podcast, je pouvais pas aller voir un mentor puis lui demander c'est quoi le meilleur modèle d'affaires pour réussir dans ça. Je suis comme, on est en train de décrire les règles du jeu. Ouais. Carrément ce que vous êtes en train de faire. Et nous, on est en train de tout écrire ces règles du jeu-là. Puis, on n'a pas le choix de collaborer puis s'échanger de l'information. Parce que dans ce game-là, il fonctionne très bien quand tu collabores. Et quand tu décides de vraiment laisser ton ego prendre les décisions et te mener, c'est juste une question de temps avant que tu te plantes. J'aime ça que tu dis, on est en train d'écrire les règles du jeu. Je pense que c'est vraiment ça. Puis, tu as raison, je pense qu'il y a beaucoup une question de culture aussi, que ce soit une culture francophone, une culture québécoise, à travers ce que tu fais, à travers ce que tout le monde fait. Bien, peut-être pas tout le monde, mais ce que beaucoup de gens font sur les réseaux sociaux. Puis, tu étais là au gala cette année, right? Ouais. Et que tu as vu la vidéo du ministre de la Culture qui parlait justement. Puis ça, je pense que pour les créateurs de contenu, ça a été perçu du OK, on nous entend, on le sait, les gens savent qu'on existe, on n'est plus dans les OK, on investit tout dans la télé. Ça va brasser dans les prochaines années. On a beaucoup de chantiers à défraîchir, mais pour toi et pour tous les autres créateurs de contenu, clairement, ça va vraiment déboucher. Là, fait que c'est vraiment cool. Félicitations à vous pour ça. Puis, je sais avec Laurence aussi, elle est très vocale par rapport à ça, vraiment à intégrer vraiment les créateurs de contenu comme la culture. Puis, c'est là que quand j'ai commencé ça, comme on est l'attention, là,
est toute sur ce domaine-là actuellement. Ouais. Peu importe l'âge, là. Parce qu'il va y avoir des messieurs de 60 ans là, sur TikTok. Là. Ouais, 100%. Fait que d'être aveugle et dire que non, ça fait pas partie de la culture, ben vous êtes juste des caves. Ouais, c'est ça. C'est comme les gens qui veulent pas utiliser les AI un petit peu. Je suis Là, si comme, on pourrait comparer. exactement. Là. Puis la seule raison, peut-être, pourquoi ils ont la misère à prendre la décision, selon moi, je parle pour moi-même, mais c'est juste peut-être de rien en gagner encore là. Mm-hmm. Ouais, ou c'est juste vraiment un manque d'éducation. Tu sais, je me rappelle, j'avais eu une discussion à un moment donné avec une amie à ma mère qui me disait mais je comprends pas pourquoi vous suivez des créateurs. Puis j'expliquais, je regarde la vidéo drôle, oui, elle dure 1 minute, mais c'est comme un show d'humour. Au final, la personne me fait rire, 1 minute, elle me divertit. Pourquoi je paye un billet pour aller voir un humoriste quand que, ben, je fais les deux, là, mais je veux dire, j'essaie de comparer au marché ou à l'industrie traditionnelle. Puis on dirait qu'en faisant des comparaisons, ça fait comme une éducation à dire mais je vais arrêter de dire c'est juste des niaiseries sur Internet. Il y a des niaiseries dans le monde, à la télévision, il y a des niaiseries à la radio. Puis c'est correct, les gens ont besoin de ça pour se sentir divertis aussi. T'sais. Ouais, définitivement. Puis, tu sais, moi, au fur et à mesure que j'ai commencé à avancer, surtout dans le développement de Black Box, je suis devenu très vocal par rapport à mon opinion sur les médias traditionnels et la nouvelle culture qu'on est en train de bâtir. Puis c'est pas tout le monde qui est d'accord avec mon opinion, mais je sais que vous, particulièrement, peut-être on est tous dans la même direction. On voit les choses similaires, mais moi, je trouvais qu'il y a un gros problème. Comme moi, où est-ce que j'ai une des frustrations que j'ai eues, c'est voir une pub du gouvernement qui incite les adolescents à écouter la télévision. Je suis comme, pourquoi? Je ne peux pas accepter ça. C'est mon argent là, que tu es en train de mettre là. Pourquoi vous êtes tellement entêté à vouloir absolument encourager les jeunes à écouter la télévision? Ils n'ont pas le câble. La télévision, maintenant, elle sert à Netflix, Disney puis YouTube. Oui, mais jeux vidéo. Je te challenge là-dessus. OK, ça va bugger. Je pense qu'il y a une transition à faire, puis je pense que c'est pas médias numériques ou médias traditionnels. Je pense qu'il faut, pendant un petit moment, comme se serrer la main puis faire une transition parce que le monde change. Puis demain matin, on coupe tous les postes qui sont en train d'être coupés. Il y a beaucoup de gens qui vont être affectés. Fait que je pense qu'il y a une transition à faire. Par contre, peut-être les jeunes... Je suis d'accord avec toi que la pub sur « Veuillez écouter la télé », c'est peut-être pas le message, mais peut-être écouter des séries québécoises. Même si les jeunes, puis en tout temps, on avait parlé à un moment donné, on avait un meeting avec la présidente de l'Union des artistes. Puis on se disait, c'est bien beau quand les jeunes aimeraient écouter la télé québécoise, mais ils n'en entendent pas parler. Pourquoi l'émission LOL qui rira le dernier, pourquoi il y a plein de monde qui l'écoute de notre génération? As-tu déjà entendu parler de cet épisode-là? Oui, mais c'est Amazon. C'est Amazon, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font des campagnes d'influence pour inviter les créateurs à en parler. Ils font de la publicité sur TikTok. Fait qu'ils font de la publicité où que les jeunes se trouvent. Fait qu'après ça, oui, il ne faudrait pas encourager, je crois, les gens à écouter plus la télé, mais si on peut les encourager à écouter notre télé, je pense que ça peut être intéressant, mais... Il y a Crave maintenant, là, ils n'ont plus le câble nécessairement, tu as raison, là, ils n'ont tous plus le câble, mais ils ne savent pas qu'il existe ces émissions-là, fait qu'on leur parle pas. À part un panneau sur l'autoroute qui parle de Survivor, as-tu vu d'autres choses qui parlent des émissions d'ici? Pas vraiment. Là. Non. On ne les communique pas avec eux, les jeunes. Puis je suis 100% d'accord que écouter le contenu québécois qui est créé ici, que ce soit une série ou un documentaire, peu importe. Ça, je suis 100% d'accord, puis ça, je l'encourage. Puis tu sais, c'est une des raisons pourquoi j'ai même décidé de faire le podcast en français. Justement, ça, c'était ma contribution à la culture parce que j'aurais pu facilement partir en anglais. Pour ceux qui me connaissent, je suis un trilingue, j'ai grandi aux States. Fait que moi, l'anglais, il est très facile. C'est pas quelque chose que, que je dois essayer de chercher. Je le parle tous les jours. Fait que j'aurais pu m'en aller dans cette direction-là puis dire comme non, je vais pas faire en français, je vais aller où est-ce que toute l'attention elle est, les gros noms américains sont là. Fait que ils s'en foutent eux autres de mon contenu en français. Mais je me suis dit, laisse-moi redonner à la culture québécoise. Puis aussi donner l'accès vraiment comme étant un latino aussi, puis plus le mettre en français. Mais ça va encourager aussi d'autres latinos peut-être à poursuivre cette direction-là, à faire plus de contenu francophone. Dans 100%. Puis là, tu es rendu à 200, là, on en a parlé d'entrée de jeu. Ouais. Puis là, je veux qu'on parle des petites choses qui se sont passées dans ces 200 épisodes-là. Fait que là, tu as 5 secondes pour réfléchir à ma première question. C'est pas plus que ça. Là. Okay. Genre, faut que même 3, OK? Je te coupe 2 secondes. OK. Ton invité que tu as le plus aimé. 1, 2, 3. Premier nom qui te vient en tête, là. Ça veut pas dire que tu n'as pas aimé les autres, là, définitivement. Fuck, OK, regarde. J'en ai peut-être 3 qui viennent. J'en ai 2 qui viennent. OK. OK, j'ai Grazing Messa.
J'ai déjà parlé d'elle parce qu'il y a eu vraiment il y a eu une touche très genre personnelle, émotionnelle qui s'est passée durant cet échange-là. Puis c'est une femme que, tu sais, c'est la première fois qu'on se rencontrait là, mais on a des réseaux des cercles de contact qui se connectent. Il y a quelque chose de très émotionnel qui s'est passé là, fait que moi, ça m'a accroché. C'est épisode combien? Ben, sûrement que c'est pas par cœur, mais autour d'épisode combien, si les gens veulent l'écouter? 750. OK. C'était l'automne dernier, OK. je pense, en novembre dernier. Puis l'autre, il y a tellement de personnes aussi. C'est ça l'affaire qui est tough. Ouais, oui. Mais l'autre, parce que là, je suis juste biaisé parce qu'elle a fait un story dernièrement, mais c'est Chloé Fit Gamer. Puis elle, quand j'ai parlé la première fois, quand c'est... Tu sais, j'ai dit, tu sais, je suis pas ici pour inviter des OF juste pour aller chercher le cloud derrière ça, mais tu as un branding un peu différent qui se démarque des autres. Puis j'étais curieux de savoir, tu sais, vraiment cette histoire-là. Puis quand tu commences à connaître cette personne-là derrière ça, puis comment elle fait, pourquoi elle fait, mais son histoire, tu sais, c'était très touchant. Fait que c'est comme une des premiers noms qui me vient à l'esprit. Mais encore, Moi aussi, elle m'a marqué dans un podcast d'entrevue que j'ai écouté d'elle, fait que je comprends ce que tu veux dire. Fait que je suis biaisé parce que comme on s'est reparlé, genre, il y a 2-3 jours là, Okay. sur un story qu'elle a fait. Fait que... OK. Puis, l'invité qui t'a le plus challengé, mais challengé dans le sens que c'était un bon épisode, mais il y avait beaucoup de de choses avec ses opinions que tu étais peut-être plus ou moins d'accord. Puis que ça t'a challengé à continuer la conversation, mettons. Une personne que j'ai invitée ici pour challenger l'orientation. Ça va être Ou que toi, ça t'a challengé, mettons, quelqu'un qui est super spirituel, puis toi, tu l'es pas, mettons, c'est un exemple. Là, mais... ça a été Jean-Yves de Natif TV. Mais ça, comme il y a un peu de inside aussi dans cette relation-là, pour ceux qui me connaissent. Parce que l'affaire, c'est que, tu sais, mettons, lui, sa vision, c'était justement de pousser sa plateforme pour encourager la télévision. Quelque chose que je suis complètement à l'opposé. Fait que je l'ai invité pour voir c'est quoi cette motivation-là en 2023, 2024, je pense, j'ai oublié. Où ça venait, 2023. puis... Pourquoi tu veux t'encourager autant la télévision? C'est en train de mourir. Le modèle d'affaires est un peu bizarre. Puis, il y a eu cet échange-là, tu sais, de comprendre sa vision. Je suis pas plus en d'accord, mais je voulais savoir. Plus genre, je comprends de où ça vient, même si tu n'étais pas d'accord. Comment tu te sentais après l'épisode, genre? Moi, je trouvais juste que... Des connexions, genre? Ouais, c'est comme... OK. Je trouvais que, tu sais, il y avait peut-être un objectif d'ego derrière plus que vraiment un sens... le classique, je veux pas que les choses changent, puis je veux qu'ils exactement, restent tu sais, c'est comme on dirait que tu veux accomplir quelque chose parce que tu t'es dit que il y a 10 ans que tu allais le faire, puis c'est maintenant que tu as ton opportunité, contrairement à utiliser comme un peu de bon sens, où est-ce que tu as une plateforme qui veut encourager la communauté, la diversité, mais je trouve que les outils, tu les utilises très mal. Comme tu as un marteau, puis tu essaies de tourner une vis. Comme, oui, tu peux bang dessus puis ça va rentrer, mais c'est pas nécessairement ça l'utilité. Puis, fait que je trouve juste que c'était contradictoire comment tu t'en vas. Puis, comme s'acharner sur quelque chose. Exactement. Là, fait que, regarde, whatever. Mais je veux juste comprendre le point de vue. Ouais. Moi, ça a souvent été ça, tu sais, ma direction. Je m'en fous qu'on soit désaccord, mais je veux comprendre d'où tu viens. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun, j'imagine, dans les podcasts aussi. Puis, les podcasts que j'ai faits aussi, c'est un peu ça. Tu essaies d'inviter des gens, justement, que tu veux comprendre leur réalité, même si tu n'es pas nécessairement en accord avec leur réalité. Mais des fois, la comprendre aide aussi à mettre plus en contexte. Fait que tu découvres des nouveaux horizons, des nouvelles industries. Fait que c'est vraiment cool. Ouais. Puis, l'épisode que tu as le plus appris, mettons que tu es sorti et tu es comme, OK, là, je me sens craqué un peu là, par l'épisode. C'est ça, je vais faire ça, ou je vais changer telle chose. Que ça soit appris, ça peut être éducatif ou motivation, peut-être, ma question? Il y a un épisode qui m'a marqué dernièrement, Yves Bessner. C'est un entrepreneur, expert marketing, un homme dans la cinquantaine avec de la sagesse. OK. Fait que lui, il m'expliquait comment sa première agence marketing, il a fait un site web, c'est au début 2000 pour Cogeco, quelque chose comme ça. Il a vendu son entreprise peut-être 10 ans plus tard. Il a fait X millions. Après ça, il a pris une pause. Il a relancé un autre business. Il l'a revendu. Il y a une péripétie.
il y a eu comme un divorce, il y a eu tout plein de choses. C'est l'histoire d'une personne qui a eu du succès, mais il y a une histoire vraiment d'apprentissage à la fin. C'est la sagesse de lui, comme aujourd'hui, il n'est pas intéressé à flash. Le gars, il a du succès. Le gars, on s'est rencontrés justement, on est allé, c'était mon invité à Rosanera, au Palma. Puis, mais c'est juste cette histoire de sagesse que je trouvais que je n'avais pas encore eu la chance. J'ai eu des hommes expérimentés, sages, des gens avec cette sagesse-là, mais la façon que lui il racontait l'histoire, le fait que je pouvais peut-être me voir dans... Parce qu'en ce moment, si je me fie à son timeline, moi j'ai 38 ans, si je me fie à son timeline quand lui était à 38 ans sûrement, le gars devait être genre à un sommet où est-ce que... On voit des gens dans les médias sociaux aujourd'hui comme les grosses machines, mode de vie de fou, tout le lifestyle vraiment de rêve. Puis je trouve que lui, à cet âge-là, c'est ça qu'il vivait, si je me fie à son timeline. Mais si tu te fies aussi à son timeline, il a foncé dans le mur pendant cette période-là. Puis après, il s'est relevé, puis après, il a appris des leçons. Fait que là, il parle d'un point de vue de quelqu'un à 50 ans. C'est quoi les leçons, c'est quoi les apprentissages, c'est quoi ce lifestyle-là que tout le monde veut tout l'argent, veut toute la gloire, veut tout le prestige, veut la grosse machine, la belle femme. Mais quand tu le vois plus tard, Fait que ça te met à réfléchir aussi, sur comment tu veux faire les choses, pourquoi tu le fais. Puis je trouvais que, encore là, je vois des gens de mon âge qui ont un extrême succès de fou. Mais si je me fie à ce doute-là, il y avait cette phase-là, comme est-ce que tout le monde finit par avoir un crash quand tu commences à te perdre dans l'émotion du succès? Ouais. Puis le succès, je veux dire, il y a ce que tu montres aussi, ce qui est la réalité. Ça, c'est deux choses différentes tout le temps. Puis moi, je me rappelle, j'avais une discussion avec quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit « Ah, j'ai pas trop envie de me faire mentorer par cette personne-là. Elle a comme fait faillite 2 fois dans 2 de ses compagnies. » Puis j'étais comme... Justement, cette personne-là s'est plantée. Fait que cette personne-là, là, ce qu'elle va t'apprendre, là, c'est comment pas te planter parce qu'elle a appris beaucoup de ces histoires-là. Fait comme c'est super des gens qui... Moi, je dis souvent que Jean-Michel, mon associé, le plus vite tu te plantes, le plus vite tu apprends. Je pense que c'est un peu ça que tu disais aussi. Mais tu penses quoi de, justement, le fait de flasher, de montrer? Il y a le nouvel épisode, justement, une nouvelle série sur Crave, je pense, justement, qui est Vie de rêve, mais il y a avec Luc Poirier puis avec Pierre McSween. Puis j'ai pas écouté encore, mais j'ai vu François Lambert qui a commenté disant, me semble, il disait qu'il... T'es pas au contre. Ben, au début, il regardait avec une appréhension d'être contre, en se disant, il va flasher tout, puis finalement, il dit, j'ai appris des choses. C'est comme, c'était pas ce qu'il s'attendait au final. Fait que moi, je l'ai pas écouté encore, mais tu penses quoi de ça, par exemple, est-ce que tu penses qu'il y a des bonnes façons de le faire? On le fait, on le fait pas? C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Moi, regarde, je vais prendre 2 tons. Le premier ton subjectif. Si j'ai la capacité de own une voiture exotique, rapide et très chère, tu risques de jamais la voir dans mes médias sociaux. Tu vas peut-être voir le mode de vie où est-ce que, oh shit, ça a l'air fou, tout qu'est-ce que tu fais, mais tu vas jamais voir un peu de bébelle. C'est une attention que je ne recherche pas. D'un point de vue objectif, comment je vois certaines personnes qui ont des gros jouets, c'est inspirant, c'est cool, mais j'approche toujours les choses, rien n'est parfait. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un côté obscur de tout. Ouais. Puis, tu sais, admettons, je connais des gens personnels que leur histoire dans les médias sociaux, comment ils la partagent, c'est des arcs-en-ciel, c'est des fleurs, tout est beau. Mais je sais bien personnellement que derrière la caméra, les shit vont pas bien. Ouais. Fait que tout le monde qui a genre ce succès-là, très genre public, j'ai avoir tendance à questionner, il est où ton vice? C'est quoi ton côté obscur derrière tout ça? Mm-hmm. Où est-ce que tu négliges certaines choses?
Ouais. Je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a aussi des gens que c'est... Ben, je pense que c'est tout dans l'authenticité, comme tu disais, fait qu'il y en a qui le font, mais que c'est super authentique aussi. Mais je pense que des fois, on a la mentalité, puis ça, je pense que tu as beaucoup parlé d'argent dans le podcast aussi avec certains invités, je pense que j'en ai écouté un ou deux, de se dire argent égale solitude, malheur, tu sais, etc. Puis je pense que cette conception-là, moi, personnellement, c'est un des bloqueurs qui fait que je travaille pour améliorer ma perception de l'argent. Mais après ça, c'est de pourquoi vouloir prouver que tu en as à tout prix. C'est là que je pense qui est le problème. Puis, je te donne un exemple. Ma voiture, elle vient d'être finie de payer, moi. Puis, je le sais très bien que cette voiture-là, si je me pointe chez le gros client, il va peut-être regarder ma voiture puis faire ma Honda Civic 2015. Tu sais, je le sais que la perception de d'autres à cause de la voiture peut être affectée. Surtout que moi, que j'ai toujours aimé les voitures. Mais après ça, je suis comme, qu'est-ce qui est plus intelligent? Là, j'ai la voiture qui est payée. J'ai réussi à faire un prêt pour un condo. Je vais réussir à louer ce condo-là dans 2 ans parce que si je ne me reprends pas de prêt auto, je vais pouvoir continuer à faire de l'investissement immobilier. Il y a tellement de... Au final, la voiture, de garder une vieille voiture va tellement apporter plus que... Mais c'est juste à cause du visuel puis le paraître, au final, d'arriver chez des gros clients avec ma Honda Civic. Clairement, je le sais que malheureusement, il va y avoir des perceptions négatives. Après ça, je veux-tu vraiment travailler avec ces gens-là? La réponse, c'est non, là, mais... Mais tu sais, regarde, c'est un outil de marketing en bout de ligne aussi. Tu sais, vraiment, c'est en business. Tout selon c'est quoi, genre... tu sais, moi, je me mets à questionner les personnes qui vont essayer de te vendre le lifestyle à cause de j'ai ça. Tu sais, vraiment, quand dans ton branding, dans ta communication marketing, la voiture est là. Des fois, j'ai questionné. J'ai une personne en particulier que je pense, puis que lui, peut-être je le mets, je le mets à l'écart de cette façon de penser parce que je le connais d'une façon personnelle et je vois l'image qui est très grandiose dans les médias sociaux. Puis, il y a des bonnes valeurs. Puis, je sais qu'il y a certaines choses que tu vas bien encore là. C'est sûr qu'il ne doit pas tout me dire. Il doit un côté obscur, comme je dis. Puis, je comprends, lui, ça a juste tombé comme ça. Mais il y en a d'autres qui se la jouent au gourou. Ouais. Que celui-là, tu sais, je suis pas impressionné. Non, je comprends. Ouais. Bon, je vais reconstruire avec mes petites questions que j'avais par rapport aux tes 200 invités que tu as reçus. Si tu avais à changer ta vie avec un des invités, ça serait lequel ou laquelle? On parlait de perception. Regarde, oh shit. Ou, mettons, prendre 3 invités puis prendre un peu de petit bout de vie. Non, regarde, il y en a un en particulier. Regarde, il y en a un qui me vient à l'esprit déjà. Mais il y en a un, puis il y en a 2 qui ont à peu près genre la même direction. Mais tu sais, on va prendre le premier qui me vient, Olivier Colt. Tu connais? Oui, j'ai déjà entendu le nom, mais je pourrais pas... Olivier Colt, qu'est-ce que je dois dire à son sujet? C'est qu'il a fait des choses que beaucoup de monde veulent faire, mais qui n'osent pas faire. OK. Puis moi, où est-ce que ça a été le point plus marquant, c'est où est-ce qu'il a décidé de prendre sa famille, toutes ses affaires et juste partir d'ici. Là, il vit en permanence au Mexique. Il garde vraiment contact avec les gens d'ici. Mais je pense que juste ce dernier saut-là met en perspective où est-ce que tu es capable de dissocier du groupe pour te suivre réellement. Qu'est-ce que tu veux? Puis c'est pas évident de faire des sauts comme ça parce que lui, c'est un Québécois qui s'en va dans un pays où est-ce que tu maîtrises pas la langue primaire. Fait que tu vas avoir une barrière puis là-bas, tu vas être un gringo, fait que le monde va te juger très rapidement. Fait que je pense que ça, c'est un peu gutsy de sa part, vraiment de faire un saut comme ça. J'admire ça. J'admire vraiment les personnes qui vont... Parce qu'au-delà de juste prendre le saut puis lancer une business, prendre le saut puis de complètement changer tout autour de toi pour tes convictions, je trouve ça très puissant. Puis tu sais, l'autre personne qui me vient à l'esprit, Julien Bournival. Encore là, une personne qui a juste... hop, il a pris ses shit puis il est juste parti. Juste par conviction que je peux vivre mieux ailleurs avec ce que je suis capable de faire puis trouver un système qui va me permettre de même vivre confortablement. Fait que dans le fond, c'est des invités qui avaient une vision de leur vie personnelle, dans le fond, puis qui ont juste fait « fuck it, j'y vais, puis let's go ». Ouais, je trouve ça admirable parce que vraiment.
je viens d'une famille immigrante. T'sais. Ma mère, elle a pris le saut. Elle a quitté le Nicaragua. Elle est venue ici pendant que j'avais 1 an. Puis en grandissant, quand je devenais beaucoup plus mature, je me suis questionné. Est-ce que moi, je serais capable de faire un saut immigratoire comme elle? Tu sais, admettons, qui serait capable de, admettons, nous ici au Québec, de prendre nos affaires puis déménager en Avec Allemagne? un enfant. Avec un enfant. Puis je dis Allemagne parce qu'il y a une barrière linguistique automatique qui va s'imposer à nous. De la même façon que quand ma mère est arrivée ici, la barrière, la discrimination, tout, avec un enfant, fait que va-t'en dans un autre pays où est-ce que tout, qui serait game de le faire? Puis je pense que, tu sais, la mentalité migrante de se fuir pour un meilleur avenir est quelque chose de très puissant, tu sais, de comment tu crois en toi, mais comment tu vois les choses. Fait que c'est ça qui me capte le plus de ces gens-là, parce que quand moi, je parle du Québec, je parle qu'on vit dans le meilleur coin sur la planète. On a des problèmes ici. Les plus gros problèmes de la société du Québec, le froid et les taxes. Ah ouais. C'est les 2 plus gros enjeux majeurs. À part ça, là, on est bien là. On est extrêmement bien. Ah ouais. Notre climat, notre température, mère nature ici, c'est quoi le pire qu'on va avoir? Tempête de neige, du verglas. Annonce 46 lundi. Mais des places où est-ce qu'il y a des ouragans, des tornades, tremblements de terre, des tsunamis. C'est cute, notre tempête de neige, là. Non, c'est ça. J'ai une amie, elle, justement, elle a tout quitté. Alors, elle vient de Rimouski, fait qu'elle a tout quitté. Alors, elle a 16 ans, elle déménage à Toronto, après ça, New York, après ça, Los Angeles. Puis là, elle déménage au Mexique, justement. Puis, elle me disait, à un moment donné, justement, nous, on a le luxe. Nous qui se plaignent beaucoup, parce qu'elle était tannée aussi de la mentalité québécoise qu'on se plaint beaucoup, c'est ce qu'elle m'expliquait. On a le luxe de dire si t'es pas content, tu peux déménager. Comme elle dit, t'es pas un arbre. Elle m'a dit le jour que tu seras pas bien ici parce qu'il fait pas beau. Si ça, t'as le luxe de dire t'es pas un arbre, tu peux déménager. T'sais. Puis ça me dit ça, je pense que j'avais genre 16-17 ans dans ce temps-là. Puis je me suis toujours dit ça. Si je suis tout le temps là j'ai le luxe de partir ailleurs si ça me tente, au lieu de me plaindre. Là. Fait que ça, j'avais trouvé ça une belle analogie. Puis, tu sais, je te cache pas que, tu sais, pareillement, moi, je suis comme même en train de regarder l'immobilier à l'extérieur. Ouais. Parce que je suis pas un arbre. Mm-hmm. Ouais, non, c'est intéressant. C'est une belle façon de voir les choses. Ah, ben, il y a beaucoup de développement. Ici, là. On s'entend que, ben, dans ce cas, on a un peu le même style de réseau, mais des investissements immobiliers ailleurs, il y en a beaucoup plus qui en font dans les dernières années. En tout cas, dans mon cercle de réseau, c'est Costa Rica, Mexique, là, c'est comme deux endroits que j'entends beaucoup parler personnellement. Là. Définitivement. Fait que, je trouve ça une des choses nobles. Je voudrais penser que c'est peut-être une autre personne qui est comme que je changerais ma place pour. Mais tu sais, regarde, il y a une personne super facile, tu sais, Jim Cam, là. Mm-hmm. Encore là, tu sais, les grosses voitures, le mode de vie, le succès, tu sais. Puis j'ai parlé, tu sais, dernièrement, on a fait un petit segment, puis tu sais, il me disait, je pense qu'il atteint un niveau spirituel où est-ce que le temps et l'argent, il y a une nouvelle définition pour lui. Parce que l'argent n'est pas un problème. Fait que là, c'est plus comment tu vas gérer ton temps. Ben, la vraie argent la plus importante, c'est le temps, au final. Là. Pour moi, personnellement, l'argent va acheter le fait d'avoir du temps. Donc, c'est sûr que ça devient... C'est relatif, là, mais au final, si tu as le luxe de pouvoir avoir le temps, je pense que c'est une bien plus belle argent que la vraie argent, au final. Oui, définitivement. Ouais. Je pense que c'est ça aussi, dans le fond. Qu'est-ce qu'on c'est ça. On court après, le temps. Exact. Puis c'est qui ton dream, l'invité de rêve que tu aimerais recevoir dans les prochains mois, années, ou les invités de rêve? Les invités de rêve, qui j'ai sur ma liste? Mais genre, que tu as une petite liste, là? J'ai personne dans ma liste. J'envoie, je pourrais, tu sais, Luc Poirier, là, je pourrais dire que j'étais sur ma liste. C'est sûr qu'il vient en 2025. Right? On va y envoyer cette vidéo. Qui pourrait... Tu sais, une personne qui je suis intrigué, Denis Villeneuve. Parce que lui, il fait partie, comme, yo, ses films, c'est dans les tops.
Puis c'est une personne qui est ici, accessible, d'une certaine façon. Puis j'aimerais juste parler, tu sais, vraiment à un dude comme ça, tu sais, vraiment, yo, comment tu sors des idées? Parce que comme tous ces films ont un style, puis tout son style, t'es accrocheur, comme... Comme Dune. Ouais, exactement. Fait que Puis je me dis, comme le fait qu'il est ici, fait qu'il y a une accessibilité. Il vient avec la culture aussi d'ici, mais tu sais aussi, il y a une grande image, tu sais, vraiment qui dépasse vraiment genre les frontières du Québec, du Canada, tu sais, d'où il est international. Fait que c'est quelqu'un qui serait... quelqu'un me dit c'était son voisin. Puis je dis comme, hey, tu pourrais-tu lui glisser un mot? Ouais. Sinon, regarde, une autre personne qui me vient à l'esprit, Nayib Bukele, le président du Salvador. OK. Oh, chez ce dude-là, c'est... Lui, je pense que ça serait une personne que... OK, il est latino, premièrement, mais il a juste brisé complètement toutes les normes, genre vraiment c'est un... Je dis pas que c'est... Parce que ça fait, regarde, on prend de Trump qui a juste complètement tout chié, genre la politique, comment la politique, elle est faite. Ben lui, de sa façon, il a fait à peu près la même chose, comme tout détruire les normes politiques pour recréer une nouvelle façon de voir. Puis le pays qui était le plus dangereux de l'Amérique latine ou au complet est maintenant le pays le plus sécuritaire. Ouais. Il y a beaucoup plus de touristes, en tout cas, j'en entends beaucoup plus parler. Là. Il faut que tu aies une certaine paire de bases immenses pour vraiment affronter des criminels. Puis, regarde, d'autres personnes vont dire comme c'est un corrompu. Ben, regarde, pour te rendre là, il faut que tu fasses des choses wrong. On va se le cacher. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de bonnes personnes qui maintenant peuvent vivre agréablement en échange de... Ouais. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Non. C'est comme un peu, tu sais, des fois, les complotistes, là, puis tout dans le temps de la pandémie, je voyais des articles qui disaient genre Bill Gates, il a tué genre 50 000 personnes avec son vaccin, tout ça, mais quand tu regardes, il en sauve 650 000 par année, par contre, grâce à son vaccin, tu sais. C'est un peu une analogie. Ouais, exactement ça, tu sais, c'est comme, yo... S'il n'était pas là, 700 000 personnes mourraient, là, tu sais. Fait que... Ouais, il va avoir, genre... Je dis des chiffres au hasard, là, je me rappelle plus c'est quoi l'article, là, exact, mais... Mais ouais, je pense que lui, ça serait comme... Mais là, lui, il faudrait que tu te déplaces là-bas, j'imagine, puis ça serait pas en français, j'imagine, non plus? En anglais. Ouais, OK. En anglais. Je le ferai en anglais. Ouais, c'est accessible. J'ai un bon espagnol, mais je le ferai en anglais. OK. Ben, juste pour tes auditeurs, au final, là, aussi. Je suis à 1 degré de séparation de lui. Tout le temps à 3-4 niveaux de connaître tout le monde. Hein? Mais tu sais, on me dit, si tu le fais, ben, il va falloir que tu sois présent au Salvador pendant que je suis là. C'est la seule façon que je pourrais même te rapprocher de lui. Okay. Puis je suis comme, dis-moi quand tu vas être au Salvador, c'est sûr que je me déplace. Pour faire cette entrevue-là. 10 minutes, 15 minutes, juste un one-on-one avec lui, je suis comme, ouais. Ah, je te le souhaite tellement. Ah, ça serait malade. Ouais. C'est la troisième fois depuis genre 2-3 jours que j'entends parler de Denis Villeneuve. Hier, là, je ne vais pas faire de faux espoirs à personne parce qu'on est dans un brainstorm de la thématique du gala. On n'a rien décidé. Mais, tu sais, le country est très populaire, OK? Mais country, c'est pas assez chic pour un gala. Donc, moi, je voyais plus quelque chose de désertique, Dubaï style, sans te faire l'appropriation culturelle. Mais, tu sais, tout ça, je sais pas si tu as vu les stories de Laurence et moi hier qui brainstormaient. Je l'ai vu hier. En plus, c'est là, je vois, je suis comme, ah, c'est ça. Puis là, j'étais comme moi, mais le côté chic, on pourrait s'inspirer un peu de Dune pour le côté mythique, le côté chic et le côté qui sort de l'ordinaire, qui est pas vraiment un désert réel dans le monde. Plutôt qu'on pourrait inviter Denis Villeneuve, fait partie de la culture. Puis en plus, Laurence allait rencontrer un événement aussi récemment. Donc, bref, ça a été des discussions d'hier. Fait que peut-être qu'on va l'inviter au gala l'année prochaine. Oh shit, ça serait nice. Mais tu sais, un concept, tu parles de ça, tu sais, un concept genre dystopique. Ouais. J'ai écouté une vidéo dernièrement, puis tu vois, c'est une vidéo qui est comme assez moderne, mais le style, comment les gens sont habillés, tu vois que c'est dans un avenir proche, mais dystopique. Tu sais, comme c'est des vêtements très neutres de couleur, un peu genre
troué parce que, tu sais, comme tu peux pas te changer, genre, c'est ça que tu portes pour les prochains mois parce que tu es en mode survie, tu sais, des trucs comme ça. On dirait que ça serait, tu sais... Enlève le petit côté glamour, par contre. C'est glamour. Regarde, Kanye, il a vendu des chandails troués à 1000$. Ouais, c'est ça. Oh là là. Mais, OK, puis moi, je suis curieuse de savoir, tu sais, ta stratégie de contenu autour du podcast. C'est là, tu publies ça tous les jours? C'est quoi les fréquences? Comment tu fonctionnes là-dessus? Un épisode par semaine, je pense. Ouais. Hein? Ah, c'est ça. Ouais, dans le fond, c'est... je promouvois, je fais la promotion d'un invité par semaine. La stratégie de contenu, c'est à peu près 4 à 5 publications par semaine. Donc, le premier post, ça va être moi qui introduis. Ça, j'ai remarqué que ça pogne, puis ça marche super bien. Où est-ce que je fais une petite introduction à peu près de 30 à 60 secondes, puis, tu sais, je mets une thématique un peu genre, je mets de la sauce dessus. Mais j'ai réalisé que ça pogne. Ensuite de ça, je publie le trailer de l'invité, donc tous les highlights de la personne. Puis ensuite, ça va suivre en 2 et 3 clips au courant de la semaine sur vraiment des segments plus clés, accrocheurs de la conversation. Fait que genre, presque un... Ben, ça fait... T'en as dit 4 au début, puis 3, fait que c'est un par jour, dans le fond? Presque, ouais. OK, cool. Puis t'as-tu vu, tu sais, les gens qui te suivent, est-ce que tu sens qu'ils sont engagés avec le contenu? Est-ce qu'ils t'écrivent personnellement? Comment ta communauté? Ouais, regarde, j'ai un bon engagement. Il y a quand même beaucoup de travail à faire encore sur certaines choses, mais j'ai un bon engagement. Puis, regarde, ça m'a pris 5 ans, tu sais, comme bien comprendre, tu sais, la personnalité, tu sais, du podcast, où est-ce que je veux l'amener. Puis, je pense aussi, là, c'est très fixe, très direct. Je refuse beaucoup plus certains types de discussions parce qu'encore là, ça me sort de mon sentier. Fait que j'ai un bon engagement, puis où est-ce que j'ai réalisé que j'ai une communauté qui est quand même très tight, très nice, c'est quand j'ai des invités qui gagnent des mandats suite à être venus au podcast. Genre, ils ont parlé de leur service, puis il y a quelqu'un Ouais. des auditeurs qui les a contactés. Puis il y a des personnes qui ont « Oh, j'ai besoin de lui. Oh, j'ai besoin d'elle. Nice. » Puis c'est là que ça, c'est genre un point de réussite pour moi. Où est-ce que, tu sais, étant un marketeur qui spécialise en lead gen, et j'ai des invités qui viennent, puis qu'ils gagnent de nouveaux clients à cause de l'échange qu'on a eu. En bout de ligne, c'était ça le début aussi de ma vision du podcast. C'est de trouver une nouvelle façon de faire du lead gen pour des clients. Tu sais, c'est peut-être pas à la même vitesse que avoir genre une vingtaine de clients puis lancer tout plein de pubs à chaque jour, mais tu sais, une personne à la fois. Ouais. Fait que je suis plus sur la qualité que la quantité. Puis moi, à chaque fois qu'il y a un de mes invités qui pogne un contrat, qui a vu genre... Je reviens à Olivier Côte, par exemple. Une fois qu'on a... Parce que lui, il était venu ici, il avait écrit ouvertement comment je cherche des podcasts, fait que je l'ai invité, puis parce qu'il voulait faire la promotion d'un livre qu'il a écrit. Puis... Il a écrit ça sur un post LinkedIn, genre? Non, écrit dans les médias sociaux, j'ai vu ça. Okay. Là, puis j'ai dit comme, hey, viens, amène-toi, puis accepté. Fait qu'on a fait ça, puis on a eu une belle chimie. Puis par la suite, une fois qu'on a publié le podcast, ben, tu sais, je poussais son livre aussi à la fois, tu sais, puis le gars, il m'écrit, puis il dit comme, yo, j'ai vu mes ventes sur Amazon de mon livre, genre, augmenter après avoir fait le podcast. Fait que je suis comme, shit, nice. J'avoue que ça a été vraiment une belle réussite pour toi parce que finalement, tu aides les autres aussi à travers ta plateforme, fait que c'est vraiment cool. Ouais. Fait que, tu sais, il y a c'est ça la communauté, tu sais, derrière ça, tu sais. Il y a une plateforme derrière là, tu sais, en collaboration, ça nous permet de bâtir puis, tu sais, faire élever les gens, les business. Tu disais justement ce que tu sais, au début, ta vision avec le podcast. Qu'est-ce que tu changerais si tu à refaire, mettons? Si je devais changer quelque chose... on dirait que les changements que je voulais faire, je les ai déjà faits. Je pense que je pourrais dire par rapport à cette question-là, c'est qu'est-ce que je ferais de plus. Ouais. C'est améliorer l'engagement envers la communauté. OK. Mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps.
Fait que je sens que j'ai un engagement, oui, mais je pense qu'il pourrait être meilleur. Mais il faut que ça vienne de ma part avant. Mais pour que je puisse l'offrir, cet engagement-là, de plus, il faudrait, tu sais, que genre, OK, premièrement, il faudrait que je sois capable de... C'est pas que je suis incapable, mais il faudrait que je délègue certaines choses beaucoup plus. C'est toujours un challenge délégué là, pour tout le monde. Là. Parce que aussi, déléguer, ça vient avec un coût. Oui, aussi. C'est ça l'affaire, tu sais. Puis il faut parfois un stress aussi qu'on n'aime Ouais. pas avoir. Ou... Fait que, tu sais, c'est là, tu sais, mais c'est à peu près ça, tu sais, où est-ce que, tu sais, je pourrais changer, tu sais. OK, pour faire un changement, je déléguerais certaines choses de plus à quelqu'un qui permettrait d'augmenter l'engagement. Parce qu'augmenter l'engagement va juste augmenter, admettons, l'ensemble de toutes les métriques. Et toutes ces métriques-là permettraient encore là d'aller chercher peut-être des sponsors beaucoup plus payants. Puis c'est une roue. Puis peux-tu en parler des sponsors? Comment ça fonctionne? Tu sais, il y a beaucoup de sponsors que c'est des coûts par 1000 vues. Il y en a que c'est directement au podcast, à la collab. C'est-tu différentes variantes? Comment tu t'en es rendu? Ouais, ça c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ben, je prends pas encore le titre d'expert en commandite, mais j'ai avancé dans cette, on va dire, dans ce créneau-là, tu sais, vraiment de spécialité. Fait que je pourrais peut-être être un spécialiste en commandite par défaut parce que, tu sais, quand tu lances du podcast, admettons, ce type de contenu-là, bien, premièrement, c'est le contenu qui est très dur à monétiser dans le début, surtout si t'es pas comme un influenceur qui a déjà genre une communauté, puis après il lance un podcast, puis là, tu as déjà un crowd qui va venir, puis ça, tu peux comme monétiser assez rapidement, mais c'est pas tout le monde qui va partir cette direction-là. Dans mon cas, j'ai commencé à zéro. J'ai commencé à zéro follower, à tout zéro, fait que je devais bâtir. Puis tu commences à... C'est moi qui ai financé de mes poches, tu sais, vraiment toutes les premières années. Fait que c'était correct parce que je pouvais me le permettre, mais à un moment donné, c'est comme shit, tu sais, à mettre tout le temps l'argent, il faut que tu commences à monétiser ça. C'est de l'équipement, technicien, les lumières. Fait que, tu sais, c'est OK, ben tu commences à te lancer dans le sponsorship parce que j'avais pas encore les chiffres pour aller chercher du YouTube Money, par exemple. Mm-hmm. J'avais pas la crédibilité encore là non plus pour vendre la merch puis que ça couvre les coûts. Fait que, tu sais, deux choses que je pouvais peut-être monétiser derrière ça, c'est peut-être la communauté que j'ai bâtie en échange de commandites et sinon l'expertise de développement, production, marketing que je peux, tu sais, vraiment commercialiser derrière ça. Fait que, plus orienté vers la commandite, par exemple. À cause de mon background, je suis quand même un pro en développement des affaires. Je suis très bon en vente. Je suis un closer. Je suis un hustler d'âme. Fait que j'ai une facilité à trouver des façons de comment mettre de la valeur sur quelque chose qui n'a pas de chiffre. Fait que mon premier commanditaire, ça a été Rosemont, qui sont ici 5 ans plus tard à m'encourager. Fait que j'avais rien là à leur prouver, mais j'aurais vendu une histoire, j'aurais vendu un parcours, exactement, une vision. Ils ont acheté la vision parce que les autres voulaient aller dans la même direction. Fait qu'on va se tenir main dans la main, puis on va marcher ce sentier-là obscur ensemble. Puis ça a été ma première aventure. Puis avoir un premier partenaire, tu sais, vraiment commandite, qui te supporte, mais ça ouvre les portes à d'autres. Ouais. Parce que d'autres vont voir comme « Ah, c'est lui qui te supporte, puis je les connais, je sais c'est qui, c'est bon qu'ils se font. » D'autres vont vouloir embarquer au fur et à mesure. Mais tu sais, c'est sûr, dans les débuts, ça va beaucoup être des échanges avant que même l'argent rentre. Mais une fois que tu as fait un parcours, ben là, peut-être aussi avec de la confiance, puis peut-être des chiffres, tu as un parcours vraiment soutenu, que j'ai fait ça, puis maintenant je m'en vais là, puis je fais ça, mes chiffres sur la communauté. Tu peux commencer à mettre des chiffres, tu peux commencer à mettre une valeur monétaire derrière ça. Fait que je me suis spécialisé à justement bâtir des kits médias, à mettre de la valeur. Pourquoi, genre, quand un brand voudrait venir s'associer à moi, j'ai développé les modèles d'affaires, j'ai comme tout testé, puis je suis venu, en conclusion, il y a comme 3 modèles d'affaires en la commandite qui fonctionnent bien. Donc, comme tu l'as mentionné, le CPM, le retainer, ou sinon par épisode dans un cas de podcast. Ou par la publication, ou pour un cas
un influenceur, créateur de contenu. Ouais. Fait que c'est 3 modèles que j'ai découverts qui fonctionnent. Puis là, c'est selon vraiment le brand, selon tes besoins aussi que tu peux juste te positionner quel modèle utiliser. Puis, ça fait longtemps, je pense que le dernier épisode avec toi, c'est avec Laurence. À travers l'épisode, y a-tu des pauses publicitaires dans ton épisode? Toi? OK, ça. Puis, tu parlais de commandite, d'expert en commandite. Ça me fait penser, je pense qu'il y a comme l'aspect commanditaire. Je pense que tu peux te considérer comme un expert définitivement parce que si c'est quelque chose, c'est un champ à découvrir encore une fois. Là, c'est un peu les règles du jeu à écrire. Je pense que la commandite, elle existe depuis tellement longtemps, mais les gens spécialisés en commandite, il y en a très peu. Là, on connaît Jean-Paul, Laurence, mais sinon, avec le gars-là, on lève 450 000, on est parti de rien là, en commandite. Puis, monter un plan de commandite, s'assurer que tu prouves les bonnes données, que tu trouves toutes les bonnes données démographiques, s'assurer d'offrir quelque chose qui ait de la valeur. Fait que nous, on calcule, mettons, si ton logo il est vu 5 fois pendant la webdiffusion, que notre webdiffusion a tel nombre de vues, on calcule un coût par CPM total de chaque micro-chose pour arriver à un prix, dans le fond. Mais ça, il n'y a pas grand monde qui connaisse comment ça fonctionne à ce niveau-là, là, malheureusement. Il y en a, là, mais c'est rare. C'est pour ça que ici, même au Québec, dans le petit monde qu'on est, les personnes qui savent vendre de la commandite, on se retrouve à être tout le temps la même poignée de personnes. Ouais. Si tu mettrais vraiment tout le monde dans une pièce, tu verrais que c'est une petite pièce. C'est une game de contact aussi, de knowledge. Fait que, tu mentionnes Laurence, Jean-Paul. Jean-Paul, je pense que c'est le king. Ouais. Jean-Paul, c'est le king de la commandite au Québec. Puis fièrement, je suis content de l'avoir dans mon entourage. Tu l'as-tu déjà reçu au podcast? Ouais. Ouais, cool. OK. Ça a été un épisode assez spécial. Ouais. Tu vois, je ne le mentionne pas, mais on dirait que ça, justement, ça a été cet épisode-là avec Jean-Paul, ça a été un moment déclencheur dans ma carrière. Pourquoi? Parce qu'à cause de cet épisode, quelque chose que Jean-Paul m'a mentionné, il m'a dit, dans toutes les entrevues que j'ai faites, tu as été le meilleur. Tu as été lui qui a fait sortir le plus d'une façon très naturelle ou est-ce que c'est très accrocheur. Ça l'a aussi ouvert la porte à travailler ensemble. Fait que je me le cache pas, pour ceux peut-être qui peuvent le voir, je travaille avec Jean-Paul. Mais je pense que où est-ce que j'ai attiré l'attention de Jean-Paul, c'est quand il est venu ici au studio, t'es rentré. C'est un doute qui voit tout, là. Comme lui, s'il voit des marques, il commence à tout voir. Fait qu'il a vu toutes les marques, comme. Je pense qu'il a vu, après avoir question, les marques, c'est qui les travaille? C'est moi. Ah, OK. Comme on dit, c'est une petite communauté. Fait que quand tu veux les meilleurs, tu vas chercher les meilleurs. Puis je pense que tu as compris que je comprends la game. Ah ouais. Fait que c'est pour ça que ça a été parce que je suis rentré dans la game encore plus en profondeur dans les commandites à cause de lui. OK. C'est une personne que je peux me référer même à un mentor. Parce que je l'écoute attentivement. Oui. Puis il aime donner aussi beaucoup. Ça apparaît. Extrêmement porté généreux. À aller vers lui pour y parler aussi. Extrêmement généreux, mais il faut que tu lui démontres aussi que tu mérites sa générosité. Oui. Parce que c'est un dude là, qui n'a pas une minute à perdre. Non, 100%. Ouais. Fait que, je pourrais revenir que c'est une de tes questions. Ce serait une personne que... C'est une personne que clairement, je te il y a cache pas. sûrement... Toutes les invités, tu les aurais nommés pour quelque chose que tu as aimé. Là. C'est juste, là, je t'ai comme mis on the spot, let's go. Ouais. Je pourrais faire le tour du catalogue. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un épisode que j'ai déjà pensé à faire à un moment donné. Vraiment juste énumérer, genre, OK, tout qu'est-ce que j'ai appris de telle personne. Ben, Mel Robbins, elle l'a fait sur son podcast. Justement, je pense qu'elle avait révisé toutes les 14 épisodes qu'elle avait fait dans l'année. Puis elle a expliqué, elle a dit, je vous résume les 14 épisodes, mettons avec le neurologiste, avec le psychologue. Elle fait qu'elle résume tous les trucs qu'elle a appris, qui l'a plus marqué, dans le fond, là, à travers la dernière année. Fait que oui, ça pourrait être une idée. Tantôt, tu parlais justement que tu écoutais full d'épisodes, full de podcasts dans ta voiture. Est-ce que tu en écoutes encore? J'imagine que oui. Tout le temps, c'est juste ça que j'écoute. C'est quoi les podcasts que tu écoutes? C'est juste ça que j'écoute. Tout le monde qui embarque dans ma voiture, c'est juste ça qui joue. Puis c'est quoi t'écoutes comme podcast? Je suis très basic. Joe Rogan, c'est comme qui joue là, mais Flagrant, regarde, c'est tout du anglophone. Okay. Flagrant, tu connais? J'ai déjà entendu le nom, maintenant je connais pas. Mais je pense que quand j'ai fait une recherche là, sur les meilleurs podcasts entrepreneurs, ça se peut-tu qu'il est sorti? Avec Flagrant, je pense pas que c'est axé sur l'entrepreneuriat. Okay, c'est l'humour, divertissement, mais c'est cool. Les gars sont forts.
c'est très inspirant aussi d'avoir leur modèle de podcast. Comme moi, ça me poussait à m'inspirer. Est-ce que je ferais un style comme ça? Diary of the CEO, des trucs. Ça, oui. T'aimes-tu Alex Hormozy? Pas tant que ça. Non? Moi, j'essaie Des d'écouter des fois- épisodes, mais on dirait que j'embarque moins dans ces podcasts. Aussi. Le ton aussi, je pense. Ouais, exactement, c'est le ton aussi que je pense que. Tu sais, mettons un Rogan, qu'est-ce qui m'inspire, c'est juste des discussions avec n'importe qui. C'est des sujets où est-ce que tu peux voir vraiment comme il pousse la réflexion à Un bon d'autres intervieweur. choses. Tu sais, Diary of CEO, j'écoute beaucoup, par exemple. Là, il a sorti un segment sur YouTube, une série YouTube où est-ce que c'est le back-end de son podcast. Mais c'est sa business, c'est sa business, comment on pourrait appeler, son agence média. OK. C'est drôle parce que lui, qu'est-ce qu'il fait sur sa business de média, c'est qu'est-ce que je possède à peut-être petite échelle. Fait que je regarde, je suis comme shit, tout ce qu'il dit, je le pense, je le vis, je le vois. Je suis dedans avec Black Box. Ouais. Justement, avec Black Box, c'est quoi les objectifs dans les. Mettons, quel genre de clients tu recherches? C'est comment que tu te situes actuellement? Ben, en ce moment, Black Box, je suis en train de pousser vraiment le portfolio média. Okay. Fait qu'au début, ça s'appelait genre une compagnie de production. En 2024, j'ai rajouté et médias. Parce que là, on a plusieurs channels. Chaque channel représente une communauté. Puis chaque communauté représente une opportunité pour un brand de venir s'assimiler. En ce moment, on a peut-être 6. J'ai 6 podcasts en récurrence qui roulent, incluant Yellow Seats. On touche à peu près 10 millions de vues par mois. Fait que l'idée derrière ça, c'est continuer à augmenter genre vraiment les vues, l'engagement mensuel du portfolio Black Box dans le but d'aller chercher beaucoup plus de sponsors. On a un nouveau média. Fait que j'ai réalisé que le même modèle qu'un Québécois pouvait utiliser, ben j'ai utilisé le même modèle puis le remettre ici. Fait que je vais voir c'est qui annonce là-bas. Je vais tous venir les voler puis les ramener ici. Je dis ouvertement. Écoute, la première année du gala, c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir tous les sponsors de OD puis tout ça. Puis je les ai tous contactés en one-on-one sur LinkedIn. Tous les sponsors. Ouais. C'est comme ça la Événement. game. Puis, tu sais, l'autre créneau aussi que j'encourage, que je pousse beaucoup, étant donné que je suis dans un podcast niché dans la business, ben le corporatif, le B2B, la création de contenu B2B, pour moi, c'est quelque chose que je trouve qui est très important. Il y a énormément d'opportunités. Puis, justement, de peut-être devenir la boîte média qui va pouvoir bâtir vraiment cette niche-là. Puis, je pourrais même plus l'accentuer à l'appeler LinkedIn Québec. Fait que je veux prendre la place sur LinkedIn Québec. OK. J'ai hâte de voir ça dans les prochaines années. Ouais, vous allez le voir. Ouais. J'ai une question de la fin pour toi. Oui. Je sais que tu es quelqu'un de super discipliné. Je pense que tu m'as déjà parlé de genre tu te lèves super tôt, tout ça. De un, peux-tu nous expliquer un peu de où vient cette motivation-là? Puis aussi un peu c'est quoi cette discipline-là? Qu'est-ce que tu fais, mettons, parce que tu m'impressionnais quand tu m'expliquais ta routine. La grande ligne, c'est je veux pas être pauvre. Je veux pas commencer pauvre. Je veux pas terminer pauvre comme j'ai commencé. Fait que c'est ça. J'ai grandi dans le seuil de la pauvreté. Puis tu te réalises qu'avec le temps, tu sais, comme tu veux pas être comme ça, tu veux changer, mais pour changer certaines choses, tu dois être discipliné. La discipline, c'est comme la clé. Discipline et constance. Applique ces deux choses-là à n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a un succès qui va s'en venir par la suite. Mais c'est comme la chose la plus difficile à n'importe qui de maintenir et d'avoir dans leur identité. Fait que, tu sais, la discipline vient à cette volonté-là de ce petit enfant-là, de moi quand il était jeune, qui voulait beaucoup de choses, mais ne pouvait pas l'avoir. Étant avoir grandi de façon un peu complètement différente, dès le début, genre, je savais que je n'allais pas avoir un mode de vie un peu normal, fait que tout allait être un peu différent. Puis, tu sais, je pense aussi de voir ma mère qui m'a toujours dit de pousser à
sais, ma mère, si je dois amener quelque chose dans mon cercueil à la fin que ma mère me dit, son conseil a toujours été, peu importe ce que tu fais, sois le meilleur. Puis quand tu entends ce message-là, constamment, pendant que tu grandis, mais pendant que tu n'as rien autour de toi, tu te mets ton mindset devient où est-ce que, OK, il faut que j'écoute cette voix-là, c'est la seule voix que j'écoute, puis comment tu le fais. Fait que, au fur et à mesure, j'ai appris beaucoup des personnes qui ont fait des choses, des personnes plus vieilles qui ont de la sagesse, puis j'ai vu, OK, c'est quoi qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. Puis je me dis, je vais le faire. Fait que la discipline commence à devoir se prouver par soi-même que tu es capable d'accomplir quelque chose que tu veux réellement. Puis la première chose où est-ce qu'il a fallu que je me challenge, c'est en soi-même. Parce que tu veux réussir peut-être une business, tu veux réussir dans ton couple amoureux, tu veux réussir tes relations d'affaires, mais il faut que toi, tu sois capable de te réussir en premier. Puis la chose la plus dure à se réussir en soi-même, c'est comme l'entraînement physique, par exemple. Fait que j'ai commencé à m'entraîner à 20 ans, puis je peux te dire, j'ai 38 aujourd'hui, depuis 20 ans, j'ai un abonnement annuel à un gym de ce moment-là. Fait que j'ai toujours été constant au gym. Fait que je me suis dit... À 4 heures du matin? Tu dis ça? Ça, c'est dernièrement. OK. Je donnais aussi d'où elle vient, cette motivation-là. Mais mon premier défi, c'était comme, si je suis capable de m'entraîner puis me donner le physique de rêve, par exemple, ben là, je viens de unlock la discipline. Parce que c'est une des choses les plus difficiles. Parce que tu peux facilement tomber par les mauvaises influences de la bouffe, l'alcool, puis toute la paresse. Fait que je l'ai unlock après 15, 5, 6 ans. J'ai réussi à maintenir cette cadence-là. J'étais là. J'ai eu des up and down, mais j'ai jamais été vraiment... J'ai toujours été bien dans ma peau. Puis quand tu es bien en soi-même, tu es bien mentalement. La deuxième discipline où est-ce qu'il fallait que je me prouve que je suis capable vraiment de faire des choses que ça me tente absolument pas faire, c'était avec l'université. J'étais au HEC, ça m'a pris 6 ans à graduer, avoir mon bac. J'ai fait à temps partiel parce que je ne pouvais pas me payer temps plein. Il fallait que je travaille, puis j'allais à l'école le soir. Un bac en quoi? Gestion d'entreprise, Okay. majeur marketing. Je peux te dire, à ma 5e année, j'étais écœuré. Puis j'avais pas de besoin de ce bac-là. Je n'avais pas de besoin. Par contre, mon ego avait besoin de le terminer parce que j'ai dit à mon ego que tu vas terminer tout ce que tu commences, même si tu en as besoin ou non. Fait que je me suis dit, du moment que j'ai terminé l'université, ben, ce qui m'a pris 6 ans que j'en avais peut-être vraiment pas de besoin, parce que déjà là, j'étais comme, je maîtrisais YouTube et vraiment les compétences que tu apprends sur le web. Ouais. Ben, je me suis dit, je vais checkbox dans ma tête que je suis capable de finir un projet que ça ne me tente pas, même si ça prend 6 ans. Fait que ça, c'était comme l'équivalent que je pouvais mettre vraiment d'une business. Fait une fois que j'ai fini l'université, ben c'est là que j'ai parti ma business. Là, ma business, mon agence RM Stratégie, ça fait 9 ans qu'elle existe. Fait que je m'en vais aux 10 ans. Derrière ça, merci beaucoup. Le podcast, il a accompli son 5 ans, qui a passé super vite. Black Box, c'est dans sa 4e année. Fait que son 5 ans, la 5e année de Black Box s'en vient. Fait que tout ça, je pense que vient du fait que j'ai réussi à accomplir certaines choses qui demandaient extrêmement de discipline. Puis quand tu as d'autres tâches qui sont moindrement... qui demandent moindrement d'efforts, comme justement la discipline de devoir terminer l'université, quelque chose que tu ne veux pas, ou sinon la discipline de devoir t'entraîner, quelque chose que tu as absolument de besoin parce que c'est ta vie qui dépend dessus. Mais tout le reste, tu es capable de l'accomplir. Pour la question du 4 heures du matin... il y a cette notion-là, tu sais, vraiment, quand tu regardes toutes les personnes qui ont eu du succès, il y a beaucoup de personnes, tu sais, dans les livres d'affaires, des biographies de gens comme The 5 a.m. Club. C'est la bullshit. Moi, je n'ai pas embarqué dans cet horaire-là parce qu'on me dit, si tu vas là, c'est que j'ai eu un deuxième enfant, puis pour que je puisse être présent dans la vie de mes enfants, de ma famille, être présent dans ma business, puis être discipliné, puis vraiment, tu sais, pouvoir... Puis respecter encore là mon grind physique, d'être au gym. Je regarde mon horaire, mon 24 heures.
Puis je réalise la seule place où est-ce que je peux le rentrer, c'est au début de la journée quand je me réveille. Fait que j'avais l'habitude toujours de me réveiller à 6 heures. Quand j'ai commencé ma business, le lendemain, genre, j'avais une job de marque, j'avais de la misère à me réveiller à 8h30. Le lendemain, quand j'ai été indépendant, à 6 heures, je me réveillais normal parce que c'était pour moi. Mais quand j'ai eu mon kid, puis j'avais pas le choix de me donner mon me time parce que je voulais être présent dans toutes mes autres activités, le seul moment de la journée était dès le début, mais pas à 6 heures. Puis 5 heures, c'est comme, si tu penses le temps de préparer, puis là, il est déjà 6 heures. Fait qu'il faut que ça se passe à 4 heures. À 4 heures, il faut que ton réveil commence. Fait que c'est à partir de 4 heures où est-ce que tout le monde dort, il n'y a personne qui m'email des choses, personne qui m'appelle. Je peux avoir mon me time, c'est mon moment à moi. Fait que c'est là que je peux aller au gym, m'entraîner, me donner cette discipline-là. Puis la meilleure chose, c'est que quand tu finis ton gym, tu arrives à la maison, tu es boosté, là. Il est 6 heures du matin, je suis déjà sur du pre-workout, fait que tu es déjà très allumé. Puis je peux te dire que de 6 heures à 9 heures, j'ai déjà accompli tellement de tâches. C'est clair. Puis là, il y a du monde qui commence à se réveiller à 9 heures. T'es comme, tu sais combien de choses j'ai faites jusqu'à date? C'est un sentiment d'accomplissement vraiment. Puis c'est une drogue aussi. Non seulement t'as l'accomplissement, mais après, t'es comme, fuck, réveille-toi à 9 heures maintenant. Comme, yo, tu te sens tellement dégueulasse. Même le week-end, on dirait que tu culpabilises. Puis j'ai remarqué la coche de cette mentalité-là, c'est quand tu es au gym le samedi à 7h, 6h. Ça, c'est où est-ce que tu viens de défier vraiment genre un nouveau mindset. Tu viens unlock des nouvelles choses. Parce que je te parle d'un peu de... Ça, c'est quelque chose de fou que j'ai réalisé. Comme à 5h, entre 5h et 6h, tout le temps les mêmes personnes au gym. Tout le temps les mêmes fous. Tout le temps les mêmes personnes. Mais moi, les samedis, je dors un peu. Je me réveille à 8h. 7h, 8h. Fait que les samedis, je suis là à 10h. Fait que les mêmes fous qui sont là à 5h durant toute la semaine sont là à 10h le samedi. Fait que je suis comme, on a tous un peu cette même mentalité-là. On dort un petit peu le samedi. Vous laissez un petit peu de répit. Ben là, il faut aussi, tu sais. Je pense que comme ce que tu dis, c'est super bon. Puis je pense que il y a des gens, par contre, qui sont qui peut-être qui écoutent ou pas, mais qui genre, se lancent en entrepreneuriat puis qui se mettent une pression parce que justement, ils ont lu 5am Club, comme faut que je me lève à cette heure-là. Puis tu sais, comme ça se peut que toi, ça soit le soir qu'il faut que tu ailles au gym, ça se peut que ça soit le midi. Tu sais, comme tout le monde, je pense, trouve son équilibre. Après ça, je pense que le message que tu veux passer, comme tu dis, c'est d'avoir ton temps pour toi, puis il faut que tu le places à quelque part dans ta journée, que ça fitte le mieux, tu sais, définitivement. Là, fait que... C'est exactement ça. Fait que, comme moi, mais tu vois, une fois que moi j'ai adopté ce mode de vie-là, ça fait 1 an en constance. J'ai donné shout-out à Shop Santé aussi à cause de ce mode de vie-là parce que Shop Santé sont entrés dans ma vie comme sponsor d'un moment que j'étais un peu obscur dans ma tête. Puis aussi l'arrivée de mon enfant, puis voir un brand qui te supporte dans ton mode de vie. Puis après ce nouveau changement-là, ben je voulais redonner aux sponsors vraiment un mode de vie dans lequel vous êtes en train d'encourager. Fait avoir ce sponsor-là derrière moi, c'était non seulement vraiment un brand qui est juste là pour t'encourager, mais c'est un brand qui comprend, qui veut qui a de valeur, de vision, vous êtes pareil. Fait que c'est pour ça que ils m'ont backé, je les back. Puis une fois que tu embarques dans ce mode de vie-là, là, tu comprends exactement sa notion pourquoi le 5am Club. Fais pas le 5am Club parce que tu as lu dans un livre. Comprends-le pourquoi il existe, pourquoi ces personnes-là sont là. C'est pas parce que quelqu'un leur a dit c'est là que ça se passe. Non, c'est parce que c'est là que toi, ta magie se passe. 100%. Je suis contente, c'est un beau mot de la fin, tu sais. T'avais-tu quelque chose que tu voulais ajouter? Pendant qu'on parlait, j'ai un contrat d'un sponsor qui est rentré. Oh, nice! Je vais me demander, je vais être curieuse de savoir c'est qui. Je suis allée à Middleman aussi pour ton suit, hein? Oh, je l'ai dit d'entrée de jeu. Middleman. Fait-tu longtemps qu'ils sont sponsors? C'est nouveau? On rentre dans 3 mois. Ça fait 3 mois. OK, j'étais plus sûre. J'ai vu plus de contenu récemment, c'est pour ça. Ben, je peux faire une anecdote par rapport à Middleman parce que c'est drôle parce que, ils m'ont écrit. Puis, shout à Boris, shout à Mohamed, shout à Igor, les têtes derrière ça. J'ai un épisode justement avec eux. Mais
Boris, je l'avais déjà rencontré avant parce qu'il y avait un bureau ici sur Chabanel, puis on a fait une première collab dans les débuts de Black Box. Puis fait qu'on a toujours... On savait qui on était, mais dernièrement, pourquoi ils m'ont écrit, où est-ce qu'ils m'ont approché, c'est qu'ils remarquaient qu'ils recevaient beaucoup de clients que quand ils venaient, ils disaient « Je reviens du podcast. Ah, je m'en vais au podcast. » Puis à un moment donné, il a posé la question « C'est quoi le podcast? » C'est Yellow Seats. Fait qu'après quelques reprises, avoir des personnes qui sont à leur magasin, qui ont un lien par défaut avec moi, avec le podcast, mais autres, c'est comme shit. OK, fait que si tous les gens qui viennent à mon magasin sont passés là au podcast, ben ça veut dire que ma clientèle potentielle, cible, est autour de cette communauté-là. Fait que si les gens viennent dans le coin, tu sais, dans le coin, ils sont dans le coin. Fait que tant qu'à faire, je vais y aller. Fait que ça a plein de sens. Ça. Fait qu'encore là, je partage ça parce que je trouve que c'est super important de partager comment créer une relation avec un créateur puis un brand. Ou est-ce que c'est pas juste moi, j'ai X nombre de followers, X nombre de chiffres, puis viens m'encourager. Il y a une relation super importante qui doit se créer avant même. Puis je trouve que ça, c'est une grande leçon qu'énormément de créateurs manquent le bateau. Ils veulent tout essayer de closer pour moi, je suis si populaire, moi, j'ai ça. Mais vous oubliez qu'à la base, puis ça, c'est qu'est-ce que j'ai appris aussi dans le sponsorship, contrairement à la vente. Le sponsorship et la vente, c'est deux choses différentes, là. Au sponsorship, c'est un autre type de relation. 100%. À la vente, c'est une relation que offre la demande. La relation de sponsorship, je ne sais pas comment la décrire. Peut-être toi, tu as un mot, mais c'est un autre type de relation. Je pense que je sais ce que tu veux dire. Je pense que c'est la relation de on va marcher ce parcours-là ensemble. Oui, c'est plus une relation partenaire. Ouais. Mais nous, on dit, avec Wevency, on est beaucoup en termes de partenariat, même avec nos clients, mais je pense que ça aussi, c'est un partenaire parce que souvent, en plus, la personne qui n'est peut-être pas dans le cas de tes commanditaires, mais nous, dans certains cas, c'est un employé qui va présenter notre projet, mettons, du gala à son boss. Fait que, tu sais, comme eux, ils veulent autant que ça fonctionne que nous, là, parce qu'après ça, les stats, il faut qu'ils rapportent ça à plus haut aussi. Fait que cet aspect-là, je pense qu'il se crée de relations. Tu sais, mettons, avec Karen Jonca, Maud qui travaille là, bon, on est rendu, tu sais, pas super proche, mais tu sais, on se parle de façon régulière. Donc, ça crée des relations, là, tu sais, partenariat, tout ça. Fait que, puis, tu sais, je trouve qu'énormément de créateurs manquent ce bateau-là. Ils veulent trop, genre, paye-moi parce que j'ai X. C'est plus que ça. Ouais. C'est plus que, tu sais, ça. Fait que Black Box aussi, derrière ça, j'ai créé une spécialité où est-ce qu'on se démarque aussi beaucoup, où est-ce qu'on aide les créateurs qui viennent dans notre portfolio à justement monétiser leur contenu à cause de la crédibilité qu'on a bâtie ici. Oui, c'est une bonne idée. Je pense que c'est ça qui va les aider peut-être à propulser leur podcast aussi. Puis en même temps, s'ils propulsent, ben toi, ça fait parler aussi. Fait que c'est C'est exactement ça. Ouais. Ouais. Good. C'est pour ça. Ben, merci. C'est le fun de pouvoir apprendre à te connaître un peu plus. Comme c'était mon objectif de la journée. Puis c'est pourquoi je te l'avais proposé aussi là, quand on s'était vu il y a quelques semaines, mois, peu importe. Oui, exactement. Puis je suis contente d'avoir pu te découvrir un peu plus. Ben, merci beaucoup. Merci à tes questions. Super cool. Je trouve que c'est quelque chose. C'est énormément de contenu, ce mode de vie-là, que super atypique. Je me regarde dans mes miroir et je n'arrive pas à croire que je vis de cette façon-là parce que c'est pas normal. C'est pas ça que l'université m'a enseigné. Oui, ben là, c'est ça, on s'entend que l'université. Ben moi, je me rappelle quand je fais une tranche de vie, mais quand je suis rentrée en agence en premier comme graphiste, je travaillais avec des gens qui avaient des maîtrises en marketing, puis quand ils entendaient le mot Facebook Ads, là, c'était vraiment, il n'y avait rien, absolument rien appris du digital. Fait comme tu dis, moi, quand je suis venue pour aller retourner étudier en marketing, je me suis rendu compte que ça valait pas la peine parce que le temps que les programmes s'actualisent, je vais juste tout apprendre moi-même. C'est un peu ça que tu disais toi aussi. Là. Exactement. Ici, regarde, je pourrais dire, continuons à écrire les règles du jeu. 100%. Moi, je pense que j'ai un blueprint qui commence avec que je serais capable de même dupliquer. Qu'est-ce qu'on a bâti ici, vraiment dans le modèle podcast, mais c'est pas un blueprint qui est évident. C'est pas pour n'importe qui. Mais on est rentré au bon moment. On est rentré au bon moment, peu importe que... Je pense que, vraiment, les difficultés que nous autres, on rencontre, ça va être des facilités pour d'autres. Ils vont avoir d'autres types de difficultés parce que peut-être il va y avoir une saturation qui va se passer à un moment donné. Fait qu'il va falloir que les prochains créateurs doivent se vendre un peu différemment parce que aussi il y a AI qui s'en vient. Oui, ça c'est on pourrait faire un épisode complet là-dessus, je pense. Ouais. Oh my God. Mais je pense que fièrement,
qui on est, notre communauté qu'on rassemble ici. On est en train d'écrire un chapitre vraiment dans la culture du Québec en soi-même. Je pourrais pas être plus d'accord. C'est un plaisir. Hey, merci. Merci à toi. Yellow Sea Podcast, guys. C'était Yellow Sea Podcast. J'ai l'honneur aujourd'hui de faire les annonces des sponsors. Donc, Reynaldo, je voulais que tu montes ton suit Middleman. Il est beau, hein? J'en ai un, moi aussi, puis je suis vraiment dans le grand regret de ne pas l'avoir porté aujourd'hui, d'ailleurs. Le mien est mauve. En plus, on aurait fait une belle couleur complémentaire. Fait qu'il offre pour hommes et pour femmes, ajusté vraiment directement à votre silhouette. Merci. Good.